Chevalier, vous êtes la préfète de la région Grand Est. Bonjour Franck Leroy, vous êtes le président du Conseil régional du Grand Est. Nous sommes ensemble ce matin pour parler de la stratégie économique, gagnante ou pas, pour établir une souveraineté économique et du développement éco dans notre région. Madame Chevalier, vous êtes la préfète de cette région qui a connu une forte désindustrialisation ces dernières années et qui a aussi beaucoup souffert des conséquences de la crise du Covid. Ensemble avec la région et avec les prédécesseurs de Franck Leroy à sa fonction, vous avez établi un Business Act. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette stratégie? Cette stratégie a-t-elle été gagnante ou pas? La question induit la réponse. Voilà, tout d'abord remercier le président du conseil régional de nous accueillir dans cet hémicycle et puis vous dire vraiment le plaisir que j'ai à me retrouver parmi vous en voyant tous ces chefs d'entreprise que j'ai plaisir à côtoyer assez régulièrement, et je salue votre initiative qui permet aussi un temps d'échange et pour l'État de délivrer quelques messages en tant que préfète du Grand Est et bien sûr représentante du gouvernement. Alors j'aurais insisté d'une part sur la souveraineté qui concerne le développement économique et qui nous tient à cœur à tous les deux, et je pense au collectif. Vous parlez aussi, bien évidemment, de la nécessité de réindustrialisation, et qui est une volonté forte aussi du gouvernement, et puis surtout du modèle que nous avons réussi à créer au niveau du Grand Est dans cet esprit collectif. Et je vois d'abord dans cette manifestation cette reconnaissance du collectif dans le Grand Est. Alors, j'insisterai tout d'abord, bien sûr, sur le fait que le développement économique est plus que jamais un enjeu de souveraineté et qui implique encore une action renforcée entre l'État et le conseil régional. Vous l'avez rappelé, la crise sanitaire nous a amené à nous poser un certain nombre de questions. C'était une crise inédite, mais depuis la crise sanitaire, nous ne cessons de vivre des crises inédites. Donc, une capacité d'adaptation qui est absolument indispensable. Et on voit bien que ces crises ont montré à quel point notre capacité industrielle est étroitement liée à notre souveraineté et à notre résilience, puisque c'est un mot que nous avons mis en bonne place dans notre vocabulaire. Alors, notre souveraineté, elle passe bien évidemment par une indépendance productive à l'échelle française et européenne, puisqu'il ne s'agit pas bien sûr de se replier sur soi, dans un certain nombre de secteurs stratégiques, comme évidemment la santé ou l'énergie. Donc l'État est évidemment extrêmement mobilisé pour décliner les outils du gouvernement, en particulier le plan France 2030, qui est vraiment pour le gouvernement extrêmement important sur les 54 milliards qu'il injectera pendant cette durée. Plus de 40 milliards iront pour le soutien aux priorités sectorielles d'investissement stratégique. Donc j'évoquerai évidemment quelques filières d'excellence de notre région. Bien sûr, les filières énergétiques, nucléaires, hydrogène décarboné, énergie renouvelable, la décarbonation de l'industrie, qui est aussi un défi majeur pour le Grand Est, sur lequel nous travaillons bien évidemment avec le conseil régional, la transition de la filière automobile, qui sera largement soutenue par France 2030, la filière santé ou encore, bien sûr, la filière bioéconomie, qui est un grand atout de notre territoire. Donc, face à ce constat de la nécessité de réindustrialisation, notre rôle, c'est vraiment d'abord d'être en anticipation et surtout d'être en accompagnement des entreprises
à travers ce qu'on appelle le mode projet dans chaque département. Chaque fois qu'il y a un projet d'envergure, les préfets se mettent en mode projet pour réunir tous les acteurs et travailler sur les procédures. Parce qu'effectivement, il y a de multiples enjeux pour qu'on soit évidemment performant. Le foncier, repérer le foncier, voir ce qu'il faut faire aussi pour que ce foncier soit disponible rapidement. Et on revient toujours sur les procédures administratives qui sont parfois considérées comme des contraintes. Mais ce sont aussi des atouts pour protéger aussi les citoyens et répondre à une forme d'acceptabilité sociale des projets. Donc, on a réussi ensemble au niveau du Grand Est à créer chaque fois que nécessaire ces task force, parce qu'on aime bien ce terme de task force dans notre région. Et puis, on a engrangé, je dois le dire, un certain nombre de succès à peu près dans tous les départements, avec parfois des investissements extrêmement conséquents. Et vous l'avez dit dans votre question, nous avons, pendant la crise Covid, souhaité unir nos forces et créer ce travail sans doute inédit à l'échelle nationale autour de ce qu'il est convenu d'appeler le Business Act, mais qui connaît déjà une deuxième version et qui probablement en connaîtra une troisième. Nous en avons parlé très récemment avec Franck Leroy. Nous souhaitons nous adapter en permanence aux exigences, aux accélérations sociétales, en particulier sur la transition écologique. On voit bien, et nous en parlions hier sur les sujets des stations de ski, de l'enneigement, on voit bien que le dérèglement climatique s'accélère et qu'il faut vraiment s'adapter et pour ce qui nous concerne, profiter au maximum des plans engrangés par le gouvernement, mais être en capacité de proposer ensemble l'offre foncière, l'accompagnement administratif qui fait partie des atouts pour réussir, l'ingénierie financière, parce que parfois on peut être perdu dans tous ces appels à projets qui résultent notamment de France 2030. Donc notre rôle, c'est vraiment d'être en accompagnement, de le faire ensemble. Et ça aussi, je crois que ça commence à être perçu aussi par les investisseurs et qui voient sans doute une opportunité, et y compris du côté des investisseurs allemands, qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, choisissent parfois d'investir dans notre territoire parce qu'ils disent que l'administration française, et je l'ai entendu de leur voix, est plus simple que l'administration allemande. Il faut aussi parfois être un peu décomplexé par rapport à nos voisins. On sait faire des choses ensemble. Ici, on a l'esprit du collectif et c'est vraiment, je le dis avec force, le point fort de cette région Grand Est. On a eu un témoignage belge qui allait dans ce sens ce matin avec le projet de Cockerill à Aspach. Et je pense aussi, quand vous parlez des Allemands, je pense aux investissements de Merck, les 130 millions d'euros à Molsheim. On sait aussi recruter rapidement, vous avez raison de le mentionner. On se sert souvent de l'exemple de Merck, puisque là, on a utilisé tous les outils des uns et des autres. Les outils du conseil régional, les outils de l'État. On commence par le sourcing, après on utilise la méthode de recrutement par simulation, les outils de formation offerts par le conseil régional. On travaille avec l'ADIRA aussi, qui a un rôle important en Alsace, c'est aussi un opérateur historique. On se met tous ensemble autour d'une table, on est capable de répondre à un besoin de recrutement extrêmement important. Alors bien sûr, cette méthode de recrutement, elle ne peut pas se généraliser partout, mais c'est un bon exemple de ce qu'on est capable de faire ensemble. Et si vous parlez des Belges, je peux aussi vous parler des Allemands sur la base aérienne de Drachenbraun, où on a énormément d'investisseurs allemands, parce qu'on sait être à leur écoute et mettre en place les outils nécessaires rapidement. Est-ce qu'on a des investisseurs allemands qui s'intéressent à Fessenheim ? Oui, on a
nos voisins allemands qui s'intéressent beaucoup à Fessenheim, mais on a aussi d'autres investisseurs qui s'intéressent à Fessenheim. Et donc là, c'est peut-être encore prématuré d'en parler. Le projet n'est pas mûr. Pardon ? Le projet n'est pas mûr sur Fessenheim. On peut dire que des annonces seront faites au cours de l'été. Voilà, je pense, peut-être même plus rapidement. En tous les cas, sur Fessenheim, il fallait déjà travailler sur les procédures pour être en capacité d'accueillir rapidement des entreprises. Je peux vous dire que, et je pense que le président du conseil régional ne me contredira pas, c'est un territoire attractif sur lequel beaucoup d'investisseurs ont des idées et regardent. Mais les Allemands regardent aussi. Franck Leroy, il y a en France l'injonction qui est devenue la règle du zéro artificialisation nette. La Tribune a fait ça cette semaine. Le ZAN, c'est plus simple. Le ZAN, Oui, ouais. Le ZAN, zéro artificialisation nette. Dans le Grand Est, est-ce que cette ZAN pose des problèmes ou est-ce que ça va ? C'est une règle posée par la loi climat et résilience qui oblige tous les territoires de France, évidemment, à se réinterroger sur l'utilisation du foncier. Si on replace le ZAN dans une trajectoire historique, c'est vrai qu'en France, on a tous conscience qu'on a un grand territoire et qu'on a eu tendance, au fil des décennies, à s'étaler un peu. Tous les constats ont été faits dans tous les pays d'Europe et le ZAN est la traduction aussi d'injonctions européennes fondées sur la préservation de la biodiversité et sur la question climatique, parce qu'à chaque fois qu'on consomme de l'espace, on réduit le potentiel écologique de nos territoires et on réduit la capacité de séquestration carbone des sols, qui est aussi importante que celle des océans ou des forêts. Donc, la trajectoire du ZAN, on n'a pas le choix. Si on veut arriver à la neutralité carbone, il faut aller vers le ZAN. Maintenant, il y a la manière d'y aller et on essaie d'inventer dans le Grand Est parce qu'on essaie d'avoir ce coup d'avance en permanence. Quand on a été une région qui a connu par son histoire un certain nombre de traumatismes, on a cette habitude de la résilience. On sait se relever dans le Grand Est. On a des tempéraments d'acteurs qui sont des gens combatifs, qui ne lâchent jamais. Et sur une problématique comme le ZAN, on est en train d'imaginer avec les services de l'État d'ailleurs, une agence des transitions qui permettra d'opérer de la compensation sur des territoires qui ont par exemple des friches à faire disparaître pour faire en sorte que l'urbanisation d'un secteur soit compensée par la renaturation d'un autre secteur. Ce sont des choses que nous essayons de construire en ce moment avec le ministère de la Cohésion territoriale et de la Transition écologique, le ministre Christophe Béchu, très intéressé par l'initiative. On est donc dans la conduite du ZAN et notre rôle est d'être aux côtés des territoires pour leur permettre de surmonter ces difficultés. Donc le ZAN, il ne faut pas voir que le côté négatif, il y a aussi la préservation des équilibres écologiques, la préservation du climat et de la captation des sols qui est extrêmement importante et qu'on ne peut pas gommer ou écarter du bras. Monsieur Leroy, à Épernay, la ville dont vous avez été maire, vous avez été confronté au départ des casernes, au départ des militaires, et vous êtes également confronté à des contraintes de sobriété foncière puisque la ville d'Épernay ne peut pas s'étendre. Qu'est-ce qui vous a permis de requalifier ces friches militaires aussi vite ? La volonté des élus, la mobilisation des acteurs. Et je me souviens très bien quand on nous annonçait le départ des militaires, ça devait être en 2002. 2 ans après, les premières constructions arrivaient sur ce site militaire grâce à la coordination du travail de l'État et de la région. À l'époque, l'État nous a tout de suite dit on ne va pas vous laisser tomber, on va être à côté de vous en accompagnement et ça s'est traduit comme cela. Et Madame la préfète de région vient d'évoquer à l'instant la crise Covid que nous avons connue. La réaction était la même à notre échelle. C'est-à-dire que plutôt que de travailler chacun dans notre coin, en l'occurrence, c'était mon prédécesseur Jean Rotner et Josiane Chevalier se sont vus presque immédiatement pour se dire l'événement qui est face à nous est tellement important qu'on doit réagir différemment, qu'on doit faire travailler nos équipes ensemble et faire en sorte d'aborder ensemble les problèmes. Nous avons devant nous un autre péril qui guette évidemment tous les territoires européens et bien au-delà, celui de l'adaptation au changement climatique. Pareil, on pourrait chacun faire dans son coin un bout du chemin. En travaillant ensemble, et c'est une habitude qu'on a prise, je pense qu'on va beaucoup plus vite, qu'on va beaucoup plus loin et qu'on rassure l'ensemble des acteurs d'un territoire, qu'on rassure également les investisseurs qui se disent dans ce territoire-là, il n'y a pas de problème entre l'État, la région, les collectivités, ils sont tous alignés. Et nos dernières performances industrielles, je pense à un projet comme Loop à Saint-Avold, qui est un projet tout à fait exemplaire, qui rassemble des capitaux français, canadiens, coréens.
Loop, c'est un projet de recyclage du PET, du plastique, qui voilà. mobilise 450 millions d'investissements. Exactement. C'est un projet où le premier commentaire des investisseurs était de se dire on est arrivé sur ce territoire, la communauté de communes, l'établissement public foncier du Grand Est, les services de l'État, la région, tout le monde parlait le même langage, tout le monde était aligné derrière les objectifs de l'entreprise. C'est sans doute ce qui a fait la différence par rapport à d'autres territoires. Donc c'est vraiment une signature Grand Est. On y tient, Madame la préfète de région et moi-même, et toutes nos équipes, évidemment, ont ça en tête. Voilà. Il y a un contre-exemple à Ambar, peut-être que je me trompe, peut-être que je le juge négativement alors qu'il n'y a pas lieu. C'est le projet d'implantation de Rexsolar qui n'est pas venu, qui est parti aux États-Unis, et Carbone, qui était, dont l'implantation était envisagée à Ambar, qui est parti à Fos-sur-Mer. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on ne peut pas gagner tous les coups. Pour le coup, le projet solaire Rexsolar, c'est les États-Unis. C'est cette loi qui permet effectivement d'offrir des conditions d'attractivité telles que le territoire européen n'est parfois pas compétitif par rapport au territoire européen, américain, parce que les aides américaines dérogent complètement aux règles habituelles de la concurrence, mais c'est tout le problème de l'industrie européenne auquel nous sommes confrontés. Cette entreprise devait venir à Ambar, mais séduite par l'ampleur des aides américaines est partie là-bas. Quant au projet Carbone, il avait le choix entre le sud de la France et le Grand Est. On ne peut pas gagner à tous les coups, mais je pense qu'il se prépare également sur ce territoire de très belles annonces qui montrent que le territoire d'Ambar est extrêmement attractif. Pourquoi? Parce qu'on a un foncier disponible, parce qu'on est en bordure de la frontière allemande. Et ça, c'est quand même une des caractéristiques, et j'allais dire la caractéristique du Grand Est par rapport à toutes les autres régions françaises. On a 760 km de frontières. On travaille avec les Belges, avec les Luxembourgeois, avec les Allemands, avec les Suisses. Et le Luxembourg ou le Bade-Wurtemberg sont, par exemple, parmi les régions les plus attractives d'Europe. Donc, être en bordure immédiate de ces territoires extrêmement dynamiques, c'est un atout formidable. Ça rassure nos investisseurs. Être en proximité de la Suisse également, vous l'imaginez. Et je pense que le fait d'être au cœur de l'Europe physiquement, être en contact permanent avec nos partenaires transfrontaliers, c'est un atout extrêmement important pour le Grand Est. Comment faire en sorte que ce dynamisme frontalier bénéficie aussi à l'intérieur de la région, aux vallées vosgiennes, à la plaine des Vosges? Alors, il en bénéficie très largement. On a aujourd'hui 55% des travailleurs transfrontaliers de France sont issus du Grand Est. On a environ 120 000 Mosellans et Meurthe-et-Mosellans qui tous les jours, et Meusiens également, qui tous les jours vont travailler au Luxembourg. Donc la dynamique des pays voisins sert également notre dynamique. Ça crée parfois des tensions, ça crée parfois des pénuries de main-d'œuvre, mais on est là pour y répondre. J'étais il y a 15 jours avec le président Kretschmann, ministre-président du Bade-Wurtemberg. J'étais la semaine dernière avec le Premier ministre du Luxembourg. On travaille main dans la main avec eux. Il y a un esprit commun qui existe, il y a une volonté commune de développer nos territoires. Et tous les sujets auxquels on est confronté aujourd'hui, la décarbonation de l'industrie, la décarbonation des mobilités, l'arrivée du numérique, l'arrivée massive du numérique avec les risques et périls que cela peut engendrer, ce sont des sujets communs. Quand on parle de biodiversité, les nappes phréatiques, elles ne s'arrêtent pas aux frontières. Donc, si vous voulez, on travaille sur tous ces sujets-là en commun. On a encore des marges de progression importantes parce que le dialogue, il existe, mais il faut y passer beaucoup de temps parce que la complexité de nos gouvernances respectives fait qu'on n'est pas sur les mêmes tempos, on n'est pas toujours sur les mêmes niveaux de compétences, mais il y a un esprit et une envie de travailler et surtout de construire l'Europe par le terrain, par du concret. Merci Monsieur Leroy. Ces aspects transfrontaliers, on en parle dans la table ronde suivante consacrée aux échanges entre le Grand Est et les régions voisines. Avec plaisir. Merci Madame Chevalier, merci à vous Monsieur Leroy.